Ne plus avoir de médias locaux, c'est mettre en danger notre démocratie. Honnêtement, j'ai jamais vu un modèle d'attribution qui est correct. Parce qu'on dit souvent qu'on faisait du SEO pour un site et que maintenant on fait du GEO pour une marque. On doit constater que les CMO aujourd'hui ont moins d'influence au niveau des boards des entreprises. Plus de 70% de nos clients, mais aussi de la population belge, qui disent « je veux absolument avoir un contact physique avec un vendeur ». Il faudra repenser le modèle de société. Demain, tu seras sur Gemini et tu pourras lui dire « achète-moi une voiture ». Est-ce que tu y crois? Quelle réflexion est-ce que ça t'amène? Alors, bonjour et bienvenue dans Search Lab. Pour ce tout premier épisode, je suis très heureux de recevoir José Fernandez, CMO de D'Ieteren. D'Ieteren, c'est le groupe pionnier de la mobilité en Belgique. Il distribue des marques comme VW, Audi, Skoda, et puis également des marques de luxe comme Lamborghini, Maserati, et puis ils ont également beaucoup de startups. Avant l'automobile, José a passé une bonne partie de sa carrière en agence dans des environnements très orientés vers la performance, la data, le ROI, où chaque euro investi devait être justifié. Aujourd'hui, à la tête du marketing d'un groupe comme D'Ieteren, il doit naviguer dans un environnement où les plateformes évoluent, les règles changent et les décisions d'achat ne se prennent plus toujours là où on le pense. Merci beaucoup à toi, José, d'avoir accepté l'invitation pour ce premier podcast Search Lab. Alors, je t'ai présenté rapidement dans l'introduction. Est-ce que tu peux, toi, aller un peu plus en détail sur qu'est-ce que vous faites chez D'Ieteren et donc quel est ton rôle, toi, plus précisément? Ça consiste en quoi d'être le CMO, si je ne simplifie pas ton rôle chez D'Ieteren? Alors Germain, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'inaugurer cette séance de podcast avec toi et pour Mention Lab. Quel est mon rôle? Effectivement, je suis Chief Marketing Officer chez D'Ieteren depuis 2019 maintenant. Mon rôle, il consiste essentiellement avec mes équipes, bien évidemment. J'ai à peu près 70 personnes qui travaillent dans les différents départements dont j'ai la responsabilité, à apporter de manière stratégique et opérationnelle un support à l'ensemble des marques qui sont présentes chez D'Ieteren Automotive. Les plus connus, ce sont évidemment les marques automobiles, Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Cupra et toutes les marques de luxe que nous représentons en Belgique. Mais nous avons également aussi nos services de mobilité, Poppy, Taxiver, Lucien pour les vélos. On développe également des scale-up dans le domaine de la conduite autonome. Alors c'est beaucoup de choses qui tournent autour de la mobilité. Notre mission, c'est de fournir à chaque citoyen en Belgique une mobilité, comme on dit, fluide et durable. Et donc, mes équipes travaillent là-dessus, que ce soit de la partie événementielle jusqu'à la partie data à travers le CRM, en passant par le média, sur tous les touchpoints qui sont des touchpoints à orientation marketing, on va dire ça comme ça. Et donc, je me semble que la tagline, c'est « Nous construisons la mobilité de demain », si je ne me trompe pas. Oui, moi j'aime bien ce tagline. En fait, c'est Moving people forward, no matter what moves you. Ça, c'est notre baseline au niveau d'D'Ieteren Automotive. Et ça symbolise bien deux choses. Dans Moving people forward, il y a la notion de gens. Il y a la notion de moving qui est liée à la mobilité, le mot le dit lui-même. Et forward, c'est cette notion aussi d'innovation qui est très très forte et très chère à D'Ieteren, qui est une entreprise belge, qui a un ADN extrêmement entrepreneurial depuis plus de 2 siècles. Et donc, c'est cette volonté aussi de toujours pousser un peu en avant. On a la possibilité, les moyens aussi de pouvoir développer des choses. Ouais, donc si ça te va, aujourd'hui, on va parler justement, pas de la mobilité de demain, même si ça fera partie du sujet, mais surtout du marketing de demain. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui, toi, là maintenant, a le plus changé dans ton boulot et donc dans le marketing aussi, et ce qui a impacté du coup ton poste? Eh bien, je vais faire une litote, mais c'est un peu ce qui justifie le fait que tu sois là et que tu aies développé avec succès, j'ai l'impression, ton activité dans le domaine autour de l'IA et de tout ce qui tourne à l'IA. Pour moi, c'est une top priorité. Alors ça peut sembler un peu bateau, mais il y a plusieurs éléments là derrière. D'abord, soyons un peu customer-centric, l'IA touche déjà la manière dont nos clients prennent connaissance de ce qu'on leur communique, de nos produits, et va influencer leurs décisions d'achat de manière beaucoup plus forte aujourd'hui qu'il y a 6 mois et beaucoup plus forte qu'il y a 1 an. Donc ça évolue à une vitesse quasi exponentielle. C'est très difficile à appréhender du point de vue des systèmes dans les entreprises. Les entreprises sont quand même pas hyper réactives en général, c'est-à-dire qu'elles suivent des tendances. Quand on les détecte, on essaye de mettre en place des produits et services qui répondent aux tendances des consommateurs. Mais ici, ça va à une telle vitesse que c'est difficile
à anticiper. Donc, on avance un petit peu à tâtons. Et pour avancer à tâtons de manière un peu cohérente, il faut avoir cet esprit entrepreneurial dont je parlais, tester des choses. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on a testé beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien passer de la partie POC à la partie un peu plus industrialisée. Mais pour pouvoir industrialiser, il faut une vision un peu plus à long terme, mais aujourd'hui, elle est difficile à construire. Ouais. Et comme tu le disais, ça évolue aussi tellement que c'est compliqué de savoir à quel moment est-ce que je dois passer à ce moment d'industrialisation. Parce que si j'industrialise une solution, mais qui au final est dépassée déjà le mois suivant, comment est-ce que tu parviens à sortir de cette phase POC, justement, quoi? Oui, donc c'est un challenge. Mais donc, tu me posais la question, c'est vraiment une priorité importante, l'IA par rapport à ce qu'elle implique pour le consommateur, mais aussi ce qu'elle apporte en termes d'efficacité, d'amélioration de l'efficacité, d'automatisation potentielle dans le domaine du marketing, mais pas que. Et donc voilà, du CRM à l'organisation des événements, passant par le média, on a des réflexions sur l'IA à tous les niveaux chez Dithorun aujourd'hui. Oui, comme tu le dis, il y a plein de use cases et parfois derrière le mot IA, on met beaucoup de choses. Mais un des use cases principaux et dont on va parler maintenant, c'est au niveau du search. ChatGPT, c'est 800 millions d'utilisateurs, Gemini, c'est 650 millions. Et il y a Overview qui a du coup été intégré dans Native, dans le moteur de recherche de Google, 2 milliards du coup. Comment est-ce que ça impacte chez vous le funnel de conversion? Quel impact tu y vois déjà aujourd'hui? Alors, on voit un impact. Donc, pour être très concret, ce qu'on voit, c'est des diminutions du trafic organique et non organique vers nos sites web à hauteur de 10-15%. On a du mal aussi à se dire ça vient vraiment des LLM et de cet environnement-là. On le suppose, mais on ne peut pas vraiment mettre one-on-one le doigt dessus. Ça impacte notre génération de leads, puisque en fait, dans l'écosystème digital, alors un lead dans le domaine automobile, il rentre chez nous et chez nos concurrents, c'est la même chose, de deux manières. Via des canaux qui sont essentiellement des canaux digitaux aujourd'hui. Donc tout ce qui est préempté en phase awareness et considération, c'est les recherches, les reviews, YouTube, les canaux sociaux qui vont amener du trafic à un moment donné sur un site où tu découvres le produit de manière plus précise, tu vas faire une configuration, tu vas demander une offre, un test drive ou un contact avec une concession. Donc ça, c'est nos macro-objectifs au niveau business. Et tous ces canaux sont digitalisés depuis longtemps. C'est pas toujours évident de les connecter one-on-one parce que l'essentiel de l'expérience dans le domaine automobile reste une expérience physique. On a une étude tous les ans que l'on partage au marché d'ailleurs qui s'appelle Polaris, qui est une étude sur la mobilité et les besoins en matière de mobilité des citoyens en Belgique, et qui est devenue une référence depuis 5 ans. Donc on la partage, elle est très reprise dans la presse, etc. Et là-dedans, on regarde aussi comment les consommateurs appréhendent la présence ou pas des concessions automobiles dans le parcours client. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de 70% de nos clients, mais aussi de la population belge, qui disent « Moi, ma voiture, je veux absolument avoir un contact physique avec un vendeur ». Donc on n'a jamais... Quand je suis arrivé chez Dithorun en 2019, j'étais abreuvé des études de McKinsey, etc. Et moi, j'étais convaincu, d'ailleurs j'en avais parlé à l'époque à Denis Gorteman quand je suis arrivé, en lui disant « Mais d'ici 5 ans... 50% des volumes vont se vendre en ligne. » Oui, les concessions auront moins d'impact que ce qu'elles en ont. Voilà, elles vont disparaître, le modèle est obsolète, Tesla vend des voitures en ligne, il était pratiquement le seul à l'époque, et donc la réflexion de tout le secteur allait vers là. En fait, on est 5 ans plus tard, alors on peut dire, en fait, c'est parce que le secteur automobile a du mal à donner une expérience digitale qui est à ce point fluide, et easygoing, qu'on peut acheter une voiture de la même manière qu'on achèterait un produit sur le site de MediaMarkt. Mais surtout, ça reste quand même un produit qui est cher et pour lequel les consommateurs nous disent non, mais moi je veux voir un vendeur, je veux monter dans la voiture, je veux éventuellement faire un test drive avant de prendre une décision d'achat. Et ça, on ne pourra jamais le digitaliser. Et donc nous, en fait, on a un réseau qui est très fort. Dithorun, c'est le plus gros réseau automobile en Belgique au niveau de l'ensemble des marques qu'on représente, que ce soit le réseau qu'on détient en direct parce qu'on en est propriétaire ou avec des partenariats avec des concessionnaires indépendants mais qui sont depuis longtemps associés à Dithorun pour nos marques. Et on voit qu'effectivement ce passage en concession reste un point important dans le customer journey. Pour revenir à ta question sur le digital, effectivement, qu'est-ce qui influence aujourd'hui le consommateur par rapport à
son parcours client pour arriver à un moment dans une concession à signer un bon de commande et à se dire je vais acheter ce véhicule, voilà, on est encore un peu à tâtons, comme je disais, pour voir quelle est l'influence des LLM là-dessus. Parce qu'en fait, il y avait cet enjeu d'attribution et où en fait, avant l'ère ChatGPT, Gemini, sur le digital, on estimait à pouvoir avoir une certaine attribution. Alors certains disaient que c'était déjà un mythe et d'autres moins. Là maintenant, en fait, l'attribution est encore beaucoup plus complexe parce qu'en fait, si tout le funnel de décision se fait dans une discussion avec ChatGPT et puis une fois que la décision est prise de OK, je vais acheter la dernière Volkswagen, et puis là, je prends rendez-vous pour aller en concession. C'est impossible pour vous, à l'heure actuelle, de savoir que le choix vient de là. Mais en fait, dans votre cas, c'était déjà compliqué avant l'attribution, étant donné que beaucoup se faisaient en physique, quoi. Nous, on a un tiers de nos leads qui viennent via les canaux digitaux et 2 tiers qui sont ce qu'on appelle des walk-in leads, c'est-à-dire des leads qui passent en concession. Mais quand tu vas en concession, il est fort possible que tu aies été exposé avant à un post Instagram, éventuellement une vidéo YouTube, à un review quelconque. Donc ton parcours, il est forcément hybride et il mêle le digital, comme pour tous les autres produits et services, à l'expérience physique. Oui, c'est très difficile cette problématique d'attribution. Honnêtement, j'ai jamais vu un modèle d'attribution qui est correct parce que les modèles d'attribution, leur particularité, c'est d'être des modèles. Donc en fait, ils reproduisent ce qu'ils pensaient de la réalité, mais c'est jamais la réalité à 100%. Dans les modèles d'attribution, on a, nous, souvent fonctionné avec un modèle last click qui n'est pas du tout représentatif de la réalité de ce que vit le consommateur, mais qui était la seule manière pour nous de mesurer quelque chose. Donc, c'était le seul truc qu'on pouvait mesurer. On mesurait ça en disant on va utiliser ce modèle-là en termes d'attribution. Le modèle last click, le problème, c'est qu'il attribue de manière très erronée des ventes à un canal qui est peut-être responsable pour 3% de la décision d'achat. Voilà. Et notamment, ce qu'on a remarqué, et c'est assez particulier en automobile, c'est l'importance aussi des canaux offline. Donc, je disais, le canal est quand même, tout est très digitalisé, mais les canaux offline continuent aujourd'hui à influencer très très fort la perception des marques. Or, le secteur automobile reste un secteur très brandé. Il n'y a pas de produit blanc dans l'automobile. Il n'y a pas une voiture qui n'a pas d'âme et qui est un private label comme on trouverait en grande distribution. Et donc, chaque marque se bat un petit peu et on a plus de 40 sur le marché belge pour exister. Ouais. Et justement, comment est-ce que les marques existent aujourd'hui ? On parlait de l'évolution justement et du changement. Est-ce que tu as vu un changement dans le fait de développer une brand en tant que telle ? Oui, certainement. Donc, pour te donner sur les 5 dernières années, moi, quand je suis arrivé chez D'Ieteren, on avait un marketing mix qui était, notre mix média plutôt, il était très très offline. Donc, on avait 20 à 24% de nos investissements dans l'online. Aujourd'hui, on est à plus du double. On a effectivement fortement renforcé les canaux digitaux parce que c'est là où les consommateurs sont aujourd'hui, évidemment. Personne ne sort de chez lui sans avoir consulté son feed Instagram ou n'importe quel autre canal d'information digitalisé. Et donc, on a renforcé ça. Ça, c'est une évolution assez forte. Donc, et ça se marque encore plus aujourd'hui où on voit effectivement que certains nouveaux entrants, on parle beaucoup des marques chinoises sur le marché, le font avec des moyens relativement limités en ce qui concerne les médias classiques. Donc avec un ancrage local quand même très faible, mais mise beaucoup sur le digital pour toucher les cibles qu'ils souhaitent toucher. Et justement, est-ce que tu as des craintes pour le futur dans le fait de construire ta brand ? Parce qu'on parlait d'un ChatGPT où au final, du coup, tu as un intermédiaire, on va dire, entre toi qui communique ton message et ta cible qui le reçoit. Comment est-ce que tu vois justement la construction de ta brand dans le futur ? Alors, c'est très intéressant parce qu'on a eu des discussions sur la construction de nos budgets pour cette année-ci. On met des efforts considérables pour créer du contenu. Les sites automobiles, au sens large, pas uniquement les nôtres, sont généralement assez pauvres en contenu. Donc on monte des produits, on monte des photos pratiquement tout le temps sous les mêmes angles et avec le même type de background. Mais bon, voilà, ça c'est un archétype du secteur automobile au niveau international, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure on parvient à raconter une histoire autour de ce produit-là pour que les LLM parviennent à capter ces éléments-là qui sont des éléments de contenu. Donc ça, c'est un gros changement. On n'avait pas vraiment de stratégie de contenu. On prenait ce que nous donnait
les usines en Allemagne et on les répliquait sur les sites. Mais c'était très, très product-centric, très peu customer-centric. L'avènement du véhicule électrique a un peu changé la donne, parce qu'il a fallu convaincre, expliquer, rassurer aussi sur l'électrification. Et ça demandait justement d'apporter des contenus qui n'étaient pas nécessairement liés au produit, même si au début, ce que tout le monde a dit, c'est « j'ai la plus grosse batterie du monde, j'ai la plus grande autonomie du monde ». Et donc, en fait, ce sont des features. Mais il faut qu'on arrête de parler de features. Il faut qu'on se mette à la place du client et qu'on résolve les problèmes de consommateurs et pas des problèmes techniques à la base. Ouais, et justement, tu dis on prenait ce qui nous était donné en Allemagne, parce qu'on dit souvent qu'on faisait du SEO pour un site et que maintenant on fait du GEO pour une marque. Comment est-ce que vous le percevez au sein de D'Ieteren et donc votre relation avec l'Allemagne justement sur ces sujets-là et sur cette évolution? Est-ce que vous avez un peu les mains liées là-dessus? Est-ce qu'il y a une grosse ligne directrice qui est donnée ou est-ce que vous avez plus de flexibilité? Alors, on a les mains liées dans un sens, dans la mesure où ce ne sont pas nos produits, ce sont eux qui les développent et forcément ce que peut faire un groupe Volkswagen au niveau mondial ou Audi pour positionner cette marque-là sur les LLM, que ce soit ChatGPT ou Gemini ou les autres, a beaucoup plus d'impact que ce que nous pouvons faire, nous, uniquement sur notre marché belge. Donc, dans ce sens-là, on a les mains liées, il faut qu'ils bougent. Mais par contre, on est extrêmement libre de prendre des initiatives locales et on l'a fait parce qu'en fait, de manière assez étonnante, le sujet n'est pas venu sur la table. Alors, tout récemment, là, chez quelques-unes des marques qui commencent à bouger en se disant ça devient un sujet. Mais ça date d'il y a 3, 4, 5 mois. Nous, ça fait déjà plus d'un an qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec cette problématique géo, comment on peut l'appréhender, comment on peut lancer des POC éventuellement avec certaines de nos marques qui sont mal positionnées. Et mal positionnées parce qu'il n'existe rien dans le domaine international qui permet à ChatGPT de savoir comment telle ou telle marque y est. Et ce qu'on voit aussi, et merci à Mention Lab pour avoir fait le ranking à ce niveau-là et donner quelques ligne directrice, c'est qu'on voit que certaines marques, notamment asiatiques, sont très très bonnes là-dedans. Pas nécessairement la marque chinoise, puisque c'est une marque plutôt japonaise et coréenne qui semble avoir appréhendé beaucoup plus tôt l'importance de ce sujet. Quand tu parles de l'importance du sujet là aujourd'hui, comment est-ce que tu la vois évoluer justement? À quel point tu te dis cette partie-là et ce sujet-là, ça va devenir en fait le parcours classique de l'ensemble de notre cible, on va dire, d'utiliser un ChatGPT ou un Gemini, ou est-ce que tu le vois comme, si tu devais mettre un pourcentage, par exemple, d'impact sur le... Alors, si j'avais une réponse à ta question, je ne serais pas ici et je deviendrais très riche, mais donc honnêtement, en toute humilité, je n'en sais rien du tout. Ça évolue à une telle vitesse qu'aujourd'hui, il est difficile d'appréhender les évolutions. On nous annonçait il y a quelques mois, il y avait énormément de keynotes, d'experts et de pseudo-experts qui disaient Google est mort, tout le monde va aller sur ChatGPT, regardez, d'ici 2 ans, 40% des volumes auront disparu de chez Google. Moi, j'étais un peu sceptique par rapport à ça parce que j'ai toujours considéré que Google a une force de frappe chez Alphabet qui est colossale, notamment financière, parce que ça fait des années qu'ils monétisent et ils le font très bien. Visiblement avec beaucoup de succès, leur modèle. Là où ChatGPT n'existait pas il y a 2 ans et demi. Et puis, pour le moment, ils perdent beaucoup d'argent tous les jours. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs, ils l'ont annoncé, ils vont devoir monétiser ça. Et la meilleure manière de le monétiser pour eux, en tout cas, c'est leur impression, c'est de se lancer dans le paid, avec pour corollaire, je ne sais pas comment les consommateurs vont réagir si demain, ils savent que dans ChatGPT, les recommandations que leur donne le moteur sont influencées par des décisions financières d'ordre publicitaire d'annonceurs derrière. Alors, ça dépend comment ils vont le faire. On peut le faire intelligemment, on peut le faire en mettant des liens, en se précisant que c'est un contenu sponsorisé ou autre. Mais la réalité, c'est que ça sera la énième plateforme digitale publicitaire dont tout le monde est déjà un petit peu inondé. Alors, c'est vrai qu'il y a une espèce de blind spot. Nous, on est des spécialistes du marketing, donc que ce soit toi ou moi, on regarde ça avec un œil biaisé par notre expertise.
Mais le commun des mortels, que ce soit sponsorisé, pas sponsorisé, la moitié du temps, il le voit même pas. Donc voilà, il faudra voir comment un modèle évolue. Donc j'ai pas de questions, il faudra qu'on se reparle dans 6 mois, on en aura peut-être une, mais là aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à ta question. Mais là, du coup, tu amènes le sujet intéressant du GEA, certainement. C'est certainement le nom qu'on va lui donner, on commence déjà à lui donner. Mais donc, en fait, c'est la publicité dans ChatGPT. Et dans Gemini et autres. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs Claude et la manière dont eux ont réagi avec cette grosse pub au Super Bowl où en fait ils se moquent un peu de la de l'ads dans ChatGPT. J'ai trouvé ça excellent. C'est une très bonne idée créa. C'est la très bonne. C'est le festival mondial de la pub, le Super Bowl. Donc bref, mais en effet, l'impact va être encore plus fort. Et en fait, on parlait tout à l'heure d'attribution. Et c'est là où en fait en tant que, dis-moi si je me trompe parce que j'ai jamais été du côté annonceur, mais en tant qu'annonceur en fait c'est parfois plus simple de se dire j'ai un budget média et voilà mon budget média et je vais faire du GEA on va dire plutôt que de rentrer dans de l'organique comme c'était la seule solution aujourd'hui avec du GEO quoi. Difficile d'y répondre parce que je continue à penser que l'organique est quand même très très important pour nourrir tout le dispositif et l'écosystème, que ce soit sur le search ou sur le GEO ou le GA quand le GA sera un peu présent en tout cas et qu'on verra comment il fonctionne aussi parce que l'avantage du paid search c'est qu'il est quand même très structuré. Alors il y a un peu de black box au niveau des enchères et de ce qu'on paye effectivement pour certains mots-clés et comment ils se positionnent. Mais on connaît les règles du jeu. Moi, les règles du jeu du GEA, je ne les connais pas encore. On ne sait pas du tout ce que ChatGPT va proposer. J'ai vu qu'il parlait de niveau de coût 2 à 3 fois supérieur au search. Honnêtement, en tant qu'annonceur, si c'est ça, on ne va pas s'y lancer la tête baissée. Parce que nous, ce qu'on voit aussi, c'est une saturation et une fatigue des canaux digitaux chez les consommateurs. Donc en fait, quand je te parlais tout à l'heure des niveaux d'investissement dans le secteur automobile, ils sont publics. Donc, il y a une étude très bien faite d'ailleurs de l'UBA et de l'UMA tous les ans qui sort sur le marché et qui donne les investissements digitaux sur le marché belge et des benchmarks par secteur. Bon, pour la Belgique, en 2025, de mémoire, c'est 42% sur le secteur et nous, en investissements digitaux. Et nous, on est un peu au-dessus de ça. Donc, on est entre 46 et 48%. Donc, la question qu'on doit se poser, effectivement, c'est jusqu'à quel moment on va continuer à digitaliser les canaux et les expériences parce qu'on sent qu'il y a une saturation en termes d'efficacité. Et donc, pour le GEA, moi, je demande quand même à voir quelle va être effectivement l'efficacité réelle de ce canal, en termes, ou de ces canaux, parce que en termes d'attribution. J'entends de Google, alors c'est leur position pour le moment, et Google, ils savent changer d'avis très très vite. Il suffit de voir sur les cookies combien de fois ils ont changé d'avis, qu'ils n'entendent pas du tout monétiser la partie IA. On verra si dans un an, 40% du volume se fait sur Gemini et sur les high mode et plus sur les search classiques et les high overview qui est un mix des deux un peu bizarre, les positions 0 et autres. Mais c'est vrai qu'on ne contrôle plus, nous, le narratif en tant qu'annonceur. Et en tant qu'annonceur belge, membre de l'UBA et défenseur de l'écosystème local, évidemment, ça m'inquiète de voir cette mainmise, mais qui n'est pas nouvelle, des martech américains sur la manière dont on doit s'adresser à nos clients ici en Belgique et de pousser en fait leur modèle qui pose aussi des questions en matière de privacy, de protection des données ou autres. Donc il y a quand même un débat aussi qui est un débat un peu plus sociétal autour de ça, notamment sur la sauvegarde de médias locaux forts. On voit ce qui s'est passé avec Rossel et IPM. Ne plus avoir de médias locaux, c'est mettre en danger notre démocratie. Et comment est-ce que toi tu vois justement cette dépendance? Tu la vois grandissante, cette dépendance à Google? On parlait d'OpenAI, même si les chiffres ne sont pas au top pour le moment, mais cette dépendance à Google, pour parler de Google. Est-ce que tu le vois justement avec Gemini et ces utilisateurs qui vont davantage certainement l'utiliser et avoir encore une plus grande partie du funnel qui s'y passe? Est-ce que tu penses qu'on va être davantage dépendant dans le futur? Alors, je ne pense pas, parce que je pense qu'on était déjà très dépendant de Google avec son modèle de search actuel, et je pense plutôt qu'il va y avoir un transfert un peu de l'expérience de l'un vers l'autre.
Pour Google, ça sera poche gauche, poche droite. Donc, on verra comment ils vont gérer ça. Pour les autres, on verra comment ils parviennent à monétiser, que ce soit Llama chez Meta ou ChatGPT ou les autres modèles qui existent aujourd'hui. Claude, ils ont leur positionnement assez fort sur le business. Comment ils vont monétiser ça? Je pense que le simple fait de vendre des abonnements, ça ne va pas être assez. Mais donc, je ne pense pas que ça va rendre encore plus dépendant. Il y a un élément pour le moment au niveau géopolitique qui est intéressant, c'est ce qui se passe aux États-Unis et en Ukraine renforce, et on le voit, il y avait encore hier une conférence industrielle européenne. Malheureusement, en Europe, on n'a pas les élites politiques qu'on devrait avoir pour nous mener en avant. Je pense qu'on a les meilleurs cerveaux, ou en tout cas parmi les meilleurs sur la planète, mais on ne parvient pas à pousser le truc. Mais je pense on voit qu'il y a un mouvement de fond sur la volonté de développer une AI européenne. Alors, on part... j'ai beaucoup d'estime pour Mistral, mais on part quand même très très tard dans la course par rapport aux Chinois et aux Américains. Les Chinois, d'ailleurs... évolue très très vite, même si on sous-estime souvent beaucoup trop, je pense. Voilà, j'ai entendu un chiffre de Dado Van Petegem à une conférence cette semaine qui disait qu'aux États-Unis, 70% des startups utilisent des modèles AI qui sont des modèles AI liés à l'environnement chinois, donc que ce soit DeepSeek ou les autres modèles, parce qu'ils sont beaucoup moins chers en fait et tout aussi efficaces. Bon, après... ils s'en foutent un peu de ce qu'on fait avec leurs données aux États-Unis. Et donc, si elles arrivent en Chine, ça ne leur pose pas de problème. En Europe, on a un regard un petit peu plus critique là-dessus. Mais donc, je ne pense pas qu'on va avoir un bouleversement total. Il va y avoir un effet de balancier à un moment donné. Maintenant, c'est all AI et voilà, on verra comment ça va évoluer. Oui, et puis en fait, on se rend compte que ces LLM ont besoin aussi des médias pour nourrir leur modèle. On le voit avec OpenAI qui a signé un deal avec Le Monde. Et en fait, il y a pas mal de médias qui soit commencent à signer des deals, ou soit justement les attaquent en justice. Il y a un peu les deux types de médias. Mais sauf que ces LLM ont besoin en fait de la qualité des médias et de ces journalistes-là qui vont en profondeur sur les sujets pour nourrir leur modèle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont quand même les piller et qu'ils les ont pillés, et puis que maintenant ils essayent de faire des deals. C'est du vol organisé. Il suffit de voir un peu les attendus du jugement de Russell qui a gagné son procès contre Google. Et bravo à Bernard Marchand et à ses équipes pour avoir défendu au pied levé cette situation-là. Oui, il y a quand même une problématique sociétale, comme je disais tout à l'heure. C'est que si on vit dans un monde dans lequel la qualité journalistique n'existe plus, les contenus vont être... ça va être du fake news partout. On voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. On peut mentir de manière tout à fait effrontée, sans aucun risque de retour de flamme. Donc, c'est quand même quelque chose qui est particulier. Et donc, il faut défendre ce modèle-là. Mais c'est vrai que le modèle médiatique, entre guillemets, européen, même aux États-Unis, parce que, le Washington Post est en train de passer l'arme à gauche, ou pratiquement. Il va falloir effectivement voir comment l'ensemble des médias vont pouvoir résister à ça. Et ils ont réussi et en même temps raté leur digitalisation. C'est un peu particulier. C'est la monétisation qui a posé problème. Mais les contenus se retrouvent partout. Donc, ils doivent être, d'une certaine manière, rémunérés. Ouais. Et justement, comment est-ce que, en tant qu'annonceur, vous agissez avec ces médias locaux? Est-ce que ça représente une grosse partie de votre mix? Et comment est-ce que tu le vois aujourd'hui, et puis comment est-ce que tu vois l'importance justement d'y être davantage présent ou pas dans le futur? Alors nous, on fait partie des annonceurs qui défendent très fortement les médias locaux pour des raisons de pertinence au niveau de nos clients aussi. Donc c'est pas pour juste se positionner là-dessus, mais aussi parce que, je reviens un peu sur l'identité et l'ADN de D'Ieteren. La famille D'Ieteren est une famille ancrée en Belgique. Ils y sont toujours, ils auraient pu s'expatrier depuis longtemps, ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils veulent soutenir l'économie belge et ils le font de manière très forte. Et donc, en complément ou en prolongation de cette logique, nous, on s'est toujours positionné pour une défense assez forte de l'écosystème, ce qu'on appelle l'écosystème local médias et marketing.
Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas très bien avec Google et avec Meta, hein, mais ça fait partie de notre panoplie d'outils. Et donc, on ne va pas boycotter Google, on en a besoin, mais on fait, quand on a des choix à faire et que l'on voit que le choix local est pertinent, on va essayer de le faire sur le local. On a de très bonnes relations avec des acteurs locaux, que ce soit des PG Media, Adsen Data et les autres acteurs plus spécialisés comme Trust Media, de Tate et l'Echo, avec qui on collabore régulièrement, simplement parce qu'ils ont une pertinence au niveau des contenus qui font qu'on touche dans un contexte très qualitatif nos audiences. Et ce contexte qualitatif, on ne le retrouve pas chez les GAFAM. Je vais aborder un sujet maintenant assez différent, mais on parlait de ce à quoi de l'évolution très très rapide des choses. Alors là, il y a eu pas mal d'annonces dans les derniers jours au niveau de Google sur l'agentique, où en fait ils ont annoncé le WebMCP. Concrètement, c'est un protocole qui va permettre aux agents de manière beaucoup plus aisée, on va dire, d'effectuer des actions sur les sites. Alors, je vulgarise énormément, mais voilà. Et donc concrètement, demain, tu seras sur Gemini et tu pourras lui dire, écoute, voilà... Achète-moi une voiture. Achète-moi une voiture, un peu de choses près. Ou en tout cas, book-moi un test drive. Avec 3 voitures électriques différentes, et puis book-moi un test drive. Je suis disponible la semaine prochaine de 14h à 15h le mardi. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que tu y crois à l'évolution de l'agentique et à l'adoption des utilisateurs? Et à quel niveau? Alors, tu vas me dire, si je le savais, encore une fois, je ne serais pas là. Mais comment est-ce que justement tu peux anticiper ça, ou quelle réflexion est-ce que ça t'amène? Alors oui, je suis un grand fan de l'agentique parce que l'AI en tant qu'AI pour prompter des questions avec des réponses un petit peu, voilà, ce qu'elles sont, c'est intéressant, mais l'agentique permet de faire des choses parce qu'on parlait du consommateur et de ce que les LLM peuvent apporter au niveau du consommateur, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi des entreprises où l'intelligence artificielle, c'est aussi travailler plus efficacement, accélérer la productivité, décharger des équipes de tâches qui ont une valeur ajoutée faible, etc. Et pour faire ça correctement, on a besoin d'agents. Donc voilà, donc moi je suis ce sujet depuis un petit temps quand même, même si j'ai du mal à accrocher tous les wagons, mais en tout cas sur l'agentic, ce qu'on voit, c'est que tôt ou tard, et donc on n'a pas encore accouché, parce qu'aujourd'hui, le parcours digital, il est d'amener des gens sur des sites. Je crois énormément au marketing conversationnel pour accompagner une sélection, un achat, une configuration de voiture. Donc, on est en train de réfléchir là-dessus. On n'a pas encore développé concrètement un produit, mais on est en train de réfléchir sur comment mettre en place des agents qui vont aider à la configuration d'une voiture. Et une fois que ces agents sont en place, tu peux évidemment les plugger à un écosystème qui est celui des LLM. On a 2 agents chez Diterun qui sont déjà en cours de développement. Un qui s'appelle Amelia, qui est en fait notre agent Customer Facing, qui aujourd'hui, par exemple, fonctionne déjà pour la prise de rendez-vous en concession. Donc, tu veux prendre rendez-vous, tu peux le faire, tu peux basculer dans une conversation WhatsApp, et la conversation WhatsApp, de manière agentique, va t'amener à booker. L'agent va aller booker dans les systèmes de la concession. Le slot va te confirmer ta voiture de remplacement, va confirmer le type d'intervention que tu vas faire. Mais alors, tu téléphones, tu veux changer tes pneus d'hiver en pneus été, il va te confirmer tout ça. Et l'agent va prendre un certain nombre de tâches en place. Donc ça, c'est Amelia. Et puis, on a un agent qui est interne qui s'appelle Lilou. Et Lilou, en fait, c'est un agent qui est au service de la productivité. Par exemple, Lilou s'occupe de répondre aux gens qui ont des questions au niveau HR. Et donc, on a développé un agent spécifique pour le HR, pour tous nos collaborateurs, qui répond à toutes les questions. À combien de jours de congé j'ai droit, qu'est-ce qui se passe avec mon bonus pension, parce que je pars à sa retraite, etc. Donc, on a tous ces éléments-là. Mais effectivement, le fait, pour revenir à ta question de base, comment on plug et est-ce qu'on va le faire? Oui, je pense que demain, écoute, moi j'ai plugué mon compte Booking sur ChatGPT perso, et effectivement, ça marche relativement bien. Le seul truc, c'est que ça va un peu trop bien. C'est-à-dire que moi, j'aime quand même bien décider au dernier moment si je vais, je sais pas, on part en week-end avec mon épouse et on essaye de trouver un hôtel sympa. Si tu laisses le modèle faire, il te book l'hôtel, tu n'as même pas vu les chambres et voilà, la transaction est faite. Donc, il faudra voir comment tout ça évolue, mais j'y crois assez fortement. Et donc, le fait d'avoir dans l'automobile
un agent qui va se plugger là-dessus et qui va en fait te configurer ta voiture et te dire voilà, tu étais intéressé par tel type de véhicule, je t'ai posé 3-4 questions, voilà ce que tu peux avoir comme véhicule dans la gamme des véhicules commercialisés par D'Ieteren. Ça, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on y est, quoi. Et justement, par rapport à ça, on parlait de la diversité, on va dire, des marques chez D'Ieteren et de vos activités qui touchent à la mobilité au sens large. Comment est-ce que ça s'articule entre un VW Audi et entre une Bugatti, une Maserati et puis aussi vos startups, on va dire, si je peux le dire, sur le côté type Poppy. Mais si on va me prendre même entre des véhicules, on va dire, grand public, si je peux les appeler comme ça, et les véhicules haut de gamme. Est-ce que tu vois une grosse différence justement dans le marketing d'aujourd'hui et de demain, fatalement? Oui, oui, c'est clair que vendre une Bentley ou une Maserati ou une Lambo, c'est pas la même chose que de le faire pour Volkswagen ou Skoda. D'ailleurs, on a des typologies, hein. On a ce qu'on appelle nos marques généralistes. Seat, Cupra, Volkswagen et Skoda. Oui. On a des marques premium. Bon, Audi est une marque premium et puis on a Porsche qui est premium plus entre guillemets parce qu'il y a des éléments chez Porsche qui touchent aux supercars et aux marques de luxe. Et puis on a les marques de luxe qui sont dans des niveaux de valeur très différents. La vente dans le domaine du luxe, elle est aujourd'hui extrêmement peu digitalisée. C'est de la vente relationnelle, c'est du face-to-face. Configurer une Bentley, c'est un rendez-vous de 2 à 3 heures parce que tu peux personnaliser tous les éléments de la voiture. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on a des canaux digitaux également pour ces marques, mais c'est des canaux plutôt très orientés awareness. Très peu orientés transactions, ce qui n'est pas le cas pour les autres marques où on va relativement loin dans l'aspect transactionnel. Et donc ça va plutôt être graduel, on va dire, et le haut de gamme sera moins vite touché par ce sujet agentique, d'après toi? Si, parce qu'à un moment donné, tu pourrais avoir quelqu'un qui dit j'hésite entre une Ferrari, une Lambo et laquelle je dois acheter, et qui va demander à ChatGPT de le conseiller, et puis ChatGPT va lui donner des éléments d'information. Est-ce qu'on va investir énormément de moyens là-dedans, nous, en tant que D'Ieteren? Je ne pense pas, parce que les usines derrière feront probablement, donc les usines de Lambo ou de Bentley feront probablement une partie du boulot, mais il faut surveiller. Mais je mets de côté le secteur. Enfin, nous, on a un label qui est D'Ieteren Luxury Performance, qui est en fait notre réseau spécialisé sur les marques de luxe, et où effectivement l'aspect relationnel humain est prépondérant. Je ne dis pas qu'il n'est pas important pour les marques généralistes, mais en tout cas, il est prépondérant pour ce type de vente. Et pour les autres produits, tu parlais de Poppy. Poppy est hyper digitalisé. C'est un produit totalement... Poppy, c'est une application mobile, donc qui te connecte à une voiture. Ça répond à un besoin dans les villes. Ça répond à un besoin de flexibilité. D'ailleurs, on vient de lancer Poppylease, qui est en fait l'extension de Poppy vers des durées de détention de véhicules plus longues, jusqu'à 24 mois, et qui permet effectivement à tout un chacun de leaser un véhicule sans devoir s'attacher à un contrat, etc., en disant, voilà, moi, mes mensualités sont fixes, je sais ce que je paye, j'ai besoin d'une voiture pendant 3 mois parce que je suis entre 2 jobs ou je suis un expat et je pars faire le tour du monde je ne vais pas acheter une voiture, mais j'en loue une pour 3 mois. Et là-dedans, il y a déjà beaucoup d'AI et d'agentic. Il y a sur l'application Poppy, il y a déjà un agent AI qui intervient sur tout ce qui est customer service, par exemple. On est client, et donc on vient de configurer justement une voiture pour un leasing via Poppylease. Magnifique. En 3 clics, je pense, la voiture était commandée et puis on avait toutes les infos pour aller la chercher. Ouais. Est-ce que cette expérience-là, tu l'expliquais, il y a besoin de beaucoup plus pour l'achat d'une voiture, il y a besoin de beaucoup plus d'humains. Tu n'as pas l'impression qu'on arrivera un jour... c'était ta conviction en arrivant chez D'Ieteren, justement, mais tu n'as pas l'impression qu'on y arrivera à cette expérience similaire pour l'achat d'une voiture? Je suis persuadé, et donc ton exemple est tout à fait parlant. L'expérience full digitale, elle existe, elle est nécessaire et elle convient à certains de nos clients. Ouais. Voilà, tu en es l'exemple même, et je ne savais pas en arrivant ici, mais je te félicite d'avoir testé Poppylease. Et effectivement, pour cette clientèle-là, d'ailleurs, c'est cette clientèle-là qu'on cible avec Poppylease, c'est-à-dire
des responsables de start-up, des gens qui sont qui veulent de la flexibilité, de la prévisibilité aussi sur leurs coûts, et qui peuvent tout à fait dire moi je sais que je veux une Audi A3, elle est sur le site, je sais ce que c'est comme bagnole, je m'en fous qu'elle soit noire, grise ou orange, je la veux parce que ce qui m'intéresse c'est l'aspect fonctionnel du véhicule et c'est celui-là que je veux, et je peux effectivement m'engager 100% en ligne. On vend des véhicules en ligne aujourd'hui dans les entreprises qui sont une grosse partie de nos clients, puisqu'on vend une majorité de véhicules à des flottes. Beaucoup d'entreprises ont ce qu'on appelle une car policy, dans laquelle on te dit tu peux choisir entre 3 marques de véhicules parce que le fleet manager a négocié des conditions avec ces 3 marques-là. Et donc, beaucoup de ce qu'on appelle les user choosers ne vont jamais voir le véhicule en concession. D'ailleurs, pour être très honnête, on préfère qu'ils ne viennent pas faire perdre le temps d'un vendeur en concession pour un véhicule de toute façon où ils ont zéro flexibilité parce qu'ils sont obligés de l'acheter et c'est pas eux qui la payent. Donc à un moment donné, tu te dis tu choisis la couleur, il y a peut-être un package d'options qui est prévu par ton employeur. On a tous vécu ça. Chez nous, c'est des Golf ou c'est des Audi A3. Et puis, j'ai quand même pu mettre de l'Airco. C'était il y a longtemps. Maintenant, il y a de l'Airco partout. Où j'ai pris des sièges en cuir parce que c'était une des options possibles. Mais donc, ces choix-là, on peut évidemment totalement les digitaliser, les faire en ligne. Et là-dessus, l'Agentic peut jouer un rôle important pour faciliter le choix. Parce que ces user-choosers, ils sont quand même influencés, comme le consommateur lambda, par ce qu'ils voient, ils entendent les références en matière de considération, en matière d'awareness de la marque, et par la marque elle-même. Mais donc, on y revient. On parlait des inquiétudes, on va dire, de la publicité dans ChatGPT ou Gemini aujourd'hui, dans un moteur conversationnel. Sur de l'agentique, si on s'y dirige, là où en fait ChatGPT aura l'autonomie de réserver ton hôtel pour toi ou ta voiture, si derrière il y a de l'advertising qui pousse le LLM à choisir ta marque, est-ce qu'il n'y a pas quand même un enjeu aussi d'éthique derrière, quoi ? Oui, je pense que ça va être la limite, effectivement. Voilà. Je t'ai acheté ton Audi, mais je ne voulais pas d'une Audi. je t'ai acheté ta Tesla, parce que c'est le moteur qu'on pousse, mais je ne veux pas de Tesla. Enfin, on n'est pas là pour citer des marques de concurrents. Oui, effectivement, on a une situation au niveau éthique. On est en train d'entrer dans l'ère de la robotisation et pas mal de bouquins sur la transhumanité. Donc, il y a quand même... La science-fiction devient de moins en moins fiction et devient de plus en plus réalité. Oui, je t'avoue que c'est compliqué de se projeter. En même temps, on peut imaginer qu'il y aura des enjeux éthiques majeurs, avec probablement la naissance de nouveaux métiers autour de l'éthique par rapport au monde digital et à celui des robots. Ouais. Parce que là, on parle de robots qui vivent dans une interface en 2 dimensions, mais les robots à 3 dimensions, avec des mains, des caméras à la place des yeux, ils sont déjà là aussi. Ils vont rentrer dans notre quotidien. Ouais. Ils vont servir d'infirmières, ils vont servir de tout un tas de choses dans les industries, ils vont remplacer probablement... le travail de certains humains. Bon, ça peut être inquiétant et en même temps, chaque évolution technologique s'est accompagnée d'opportunités qui lui sont liées. On partira tous à la pêche et on fera peut-être autre chose, mais il faudra repenser le modèle de société. Ouais. Comment est-ce qu'on vit et on finance un modèle dans lequel aujourd'hui c'est le travail qui finance essentiellement les dépenses d'État, si demain on a des robots à la place. Bon, Bill Gates avait écrit il y a déjà quelques temps, si tu as lu son bouquin, qu'il faudrait probablement un jour taxer les robots, de la même manière qu'on taxe le travail. Oui, je pense qu'on n'y échappera pas le jour où, dans une entreprise industrielle, il y a 90% des tâches qui sont effectuées par les robots. Il faudra quand même bien qu'à un moment donné, on retire au niveau sociétal des revenus de tout ça. Ouais. Pour revenir à un sujet qui me tenait à cœur d'aborder avec toi, c'est que je sais que tu es dans le board de l'ICHEC. Je suis moi-même passé par là. Donc l'ICHEC qui est une des écoles de management, d'écoles de commerce ici à Bruxelles. Avec toutes ces évolutions-là, comment est-ce que tu vois l'évolution déjà des besoins des marques au niveau des talents et donc de la manière dont les écoles vont devoir s'adapter à ce niveau-là ? Alors effectivement, je suis membre de l'Assemblée Générale et de l'ICHEC ASBL et de la Haute École, donc ça me permet de voir un petit peu ce qui s'y passe.
Que ce soit l'ICHEC ou les autres institutions de formation académique en Belgique, j'ai et de l'espoir, parce que je suis un éternel optimiste, et en même temps quelques inquiétudes. L'inquiétude principale, c'est que la vitesse de transformation que nous vivons, nous, dans la rue et dans nos entreprises, est telle que le monde académique n'est pas capable d'appréhender ça aujourd'hui. Il y a quand même un solide retard à l'allumage, essentiellement parce que le monde académique fonctionne avec des plans, des financements et des choses qui manquent beaucoup d'agilité. Donc, ce n'est pas que les profs ou les autorités académiques ne soient pas capables de comprendre ce qui se passe, c'est plutôt la mise en place des réponses par rapport à ça. Elle tarde quand même assez fortement. Deuxièmement, il y a la question de la formation et de la qualité de formation. Et pour ça, il faut que le monde académique soit capable d'attirer les meilleurs talents pour former. Bon, voilà, en Belgique, on est fort limité, même s'il y a des profs fantastiques. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis ou sur d'autres marchés où effectivement les meilleurs talents se retrouvent dans le monde académique, il faut qu'on travaille aussi sur cette dimension-là. Comment continuer à attirer des gens comme toi, peut-être, pour donner cours, alors que c'est dans un canevas très restrictif, avec des barèmes, avec des choses qui sont de l'ordre du XXe siècle. On fonctionne avec un logiciel du XXe siècle, alors que là, en 2025, on avance à une vitesse V'. Donc, il y a ce hiatus qui, moi, m'interpelle beaucoup. Je n'ai pas les réponses. Je pense qu'au sein de mes collègues, au niveau du conseil d'administration de l'ICHEC ou de l'Assemblée, il n'y a pas non plus de réponse très claire par rapport à ça. Ce qui est important, c'est d'être conscient d'abord. Première phase du funnel de conversion, c'est l'awareness, donc être conscient du fait que ça existe et après pouvoir apporter des réponses. Mais il y a quand même cette latence dans la réactivité qui est inquiétante quand tu vois la vitesse à laquelle évoluent ces modèles-là. C'est clair. Et aujourd'hui, justement, quand tu parlais d'une septantaine de personnes qui font partie de ton équipe, quand tu recrutes ces différentes personnes, quel est l'élément clé auquel tu regardes et quelles sont les compétences qui pour toi sont les plus importantes aujourd'hui et qui seront les plus importantes demain, justement à l'ère agentique ? Alors, moi, ce qui m'a toujours intéressé chez les gens, c'est leurs aptitudes humaines. Donc, pour moi, l'attitude est un critère de recrutement essentiel. Je me suis parfois trompé, c'est pas une science exacte, mais j'ai rarement recruté des gens dont je me disais ça va pas fonctionner en termes d'attitude. Et quand j'ai eu des doutes, effectivement, ça s'est très vite manifesté sur cet élément-là, que ce soit chez D'Ieteren ou avant. Après, il y a évidemment la question des hard skills. Et là, on sait qu'il y a beaucoup de gens très bien formés sur le marché. Donc voilà, mais pour moi, j'utilise toujours la courbe skill-will. Donc, on peut toujours former les gens à adopter des nouvelles compétences. Ça, c'est de la formation. Mais on peut très difficilement les modifier leur attitude. Donc pour moi, le critère principal, ça a toujours été l'attitude. Est-ce que tu es curieux ? Est-ce que tu es respectueux ? Est-ce que tu es ouvert sur le monde ? Et dans le monde dans lequel on est, il vaut mieux être à 360 degrés que focalisé sur certains éléments. Ça, c'est des éléments importants. Après, ça dépend aussi du type de fonction. Donc, si on cherche un expert en project management digital, on va quand même regarder au niveau hard skills. Est-ce que tu es correctement câblé sur la partie project management et est-ce que tu es rigoureux dans ton plan ? Est-ce que tu es capable de gérer un temps, un timing, un planning, des ressources, un budget? Ce genre de choses-là, évidemment, est important. Mais j'insiste, c'est l'attitude qui est un élément fondamental en matière de recrutement. Ouais, je suis assez aligné. J'aimerais bien terminer avec quelques questions rapides. Et donc, c'est questions courtes, réponses courtes. Je suis un grand bavard, donc je vais essayer d'être très court. Une croyance à abandonner pour les CMO? Alors, c'est même un deuil, donc je vais peut-être un peu plus long que ce que tu voudrais. On doit constater que les CMO, aujourd'hui, ont moins d'influence que dans le passé au niveau des boards des entreprises. Ça, c'est un sujet que j'aurais bien aimé aborder aussi, mais on en reparlera lors d'un prochain podcast. C'est un fait. Donc, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, mais
les entreprises se financiarisent et aujourd'hui, les CEO sont généralement des gens qui ont un parcours financier. Il y a quelques années, tu trouvais chez Procter, chez Coca-Cola et dans d'autres entreprises des gens qui venaient du brand management, groupe marketing manager, CMO, et puis ils devenaient CEO. C'est de moins en moins le cas dans les grandes entreprises et dans les petites aussi. Ouais. Si je ne me trompe pas, tu es au comité exécutif de D'Ieteren, ce qui n'est pas le cas de pas mal de CMO encore qui aujourd'hui n'ont même pas la... J'y ai siégé pendant 5 ans et je n'y suis plus depuis 2024. Okay, donc, pour être très concret, je rapporte maintenant à mon collègue Stéphane, qui est Chief Commercial Officer. Ouais. C'est une évolution un peu logique, c'est-à-dire qu'à un moment, on avait une espèce de silo entre le sales commercial et le marketing. On rapportait tous les deux au CEO. Et donc, pour être plus efficace, et honnêtement, je suis aujourd'hui plus efficace dans ma fonction, il fallait qu'il y ait une vue d'ensemble sur les aspects sales et marketing et un arbitrage qui se fasse à ce niveau-là. Et donc, voilà, moi, je collabore très, très bien avec mon collègue Stéphane, qui me laisse toute la latitude que j'avais précédemment, mais au moins, ça rapproche un peu les lignes et ça a désiloté un peu l'organisation. C'est propre à D'Ieteren, hein, mais voilà. Bon, j'ai moi-même pas respecté ma règle de questions courtes, réponses courtes, mais j'enchaîne. Une compétence à clé à apprendre pour les CMO, qui n'avaient peut-être pas avant, mais là, cette compétence-là, vous devez l'apprendre. Alors, réponse courte, c'est toujours très compliqué. Je pense que l'importance croissante de la technologie rend les CMO totalement responsables de la compréhension des enjeux IT, je veux dire ça au sens large, beaucoup plus que dans le passé. Ouais. On en parlait juste avant, une question que les CMO devraient poser à leur CEO et qu'ils ne font peut-être pas suffisamment. Quel est le rôle de la marque dans la croissance et la rentabilité de l'entreprise? Et un risque majeur, une menace, on va dire, si on prend la SWOT, une menace majeure, d'après toi? Pour les CMO? Ouais. Bon, c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui se financiarisent beaucoup et il peut y avoir une perte d'influence de celui qui représente la voix du client dans un comité de direction, c'est le marketing très souvent. Donc, et l'opportunité? L'opportunité, c'est la même, c'est d'être suffisamment bold pour pouvoir continuer à représenter la voix du client dans le board. By the way, et donc je te le signale parce que c'est un scoop, mais au moment où le podcast va sortir, ça sera déjà le cas. Moi, je fais un peu de guérilla marketing, donc on a chez D'Ieteren une table qui est un board, une board table, et donc on a une chaise qu'on a habillée avec la voix du client. Donc voilà, mes collègues vont découvrir ça incessamment sous peu, donc... Ok, très intéressant. Mais écoute, c'était une très bonne fin de podcast, je pense, et une très bonne conclusion. Merci encore beaucoup à toi, José. Je sais pas si tu as un mot pour la fin, peut-être. Merci, Germain, de m'avoir invité pour cette discussion fort intéressante, et bravo encore à toi pour l'évolution de ta start-up qui devient une scale-up maintenant. Et à laquelle je souhaite le meilleur, bien entendu. On a besoin de jeunes entrepreneurs comme toi qui poussent la curiosité dans le domaine du développement commercial, parce que c'est ce que fait une start-up. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve très rapidement pour le 2e épisode du coup.